Et si tout ce qu'on pensait sur le sujet de la motivation, c'était en réalité faux? Il n'y a pas longtemps, j'ai fait une conférence pour Le Wagon, qui est une entreprise réputée sur le sujet de la data. Et en fait, on m'a présenté comme l'expert de la motivation. Et j'aime pas trop cette présentation parce que souvent, on a tendance à imaginer le cliché du motivational speaker qui essaye de te motiver à réaliser tes rêves. Yes, you can. Et en fait, c'est du bullshit. Souvent, ça marche pas. En réalité, ce que nous dit la science sur le sujet de la motivation, c'est que je peux te motiver à court terme à faire des pompes, mais dès que je vais tourner le dos, tu vas abandonner. Et c'est pour ça que les vidéos de motivation, elles ont certes leur place, mais elles sont extrêmement limitées. Il y a même des études qui montrent qu'elles peuvent générer l'effet contraire. Et donc j'ai consacré cette conférence à casser les mythes qu'il y a autour du sujet de la motivation et j'amène des éléments contre-intuitifs, paradoxaux, que tu peux appliquer dans ton quotidien pour avancer vers tes objectifs et tes rêves. Cette conférence, elle a beaucoup plu aux participants et donc j'ai eu envie de vous l'offrir gratuitement en accès libre sur YouTube. J'espère que ça va vous apporter un maximum de valeur et j'espère que cette conférence, elle va non pas vous motiver, mais qu'elle va vous donner la pièce du puzzle qui vous manque pour pouvoir vraiment avancer vers vos rêves et vos objectifs. Je vous souhaite un bon visionnage et dites-moi en commentaire si vous avez envie d'avoir d'autres conférences gratuitement comme ça sur YouTube. Si ça vous apporte de la valeur, si ça vous aide, on continuera de le faire. Bon visionnage. Je suis très content d'être avec vous. Donc j'ai fait des études d'ingénieur en informatique. Pourquoi? Parce que j'étais très complexé avec beaucoup de gens, spécialement les filles, et donc je me sentais plus à l'aise derrière un ordinateur. Et j'étais persuadé, comme peut-être certains ici, qu'il y avait des gens qui étaient charismatiques, confiants, à l'aise, qui étaient des bons communicants, des gens qui étaient performants, et il y en avait d'autres, c'était pas le cas et pas de bol pour eux. Et en fait, c'est un petit peu le truc que tu entends autour de toi. Ah bah, il est timide, bon, c'est comme ça, quoi. Et en fait, les gens te disent, ça ira mieux avec le temps, sous-entendu, dans 40 ans, tu devrais être un peu moins timide et croise les doigts. Et donc, j'ai cherché des solutions pour essayer d'apprendre à mieux respirer, parce que je respirais pas, c'était une catastrophe, d'apprendre à mieux communiquer, à mieux gérer ma voix, d'apprendre à regarder dans les yeux. J'arrivais pas, quand je parlais à mon père, j'étais tout le temps en train de fuir le regard, j'étais vraiment mal à l'aise. Et c'est devenu vraiment une passion. Je me suis rendu compte que j'adorais le sujet de la psychologie, que derrière la psychologie, j'adorais le sujet de la performance. Et donc je me suis intéressé, je suis allé rencontrer des champions olympiques, des basketteurs, des footballeurs américains, des entrepreneurs, des artistes, avec toujours la même question de... Et surtout, ce qui m'intéresse, c'est les gens où, à la base, on se disait, bah tiens, ça va pas le faire. Et c'est quoi le truc commun qu'on va retrouver chez un artiste, un sportif, un entrepreneur, qui, à un moment donné, lui permet de changer sa trajectoire de vie, se créer une vie qui l'inspire beaucoup plus. Je parle souvent d'ambition, mais juste qu'on soit d'accord entre nous. Pour moi, c'est pas une ambition dans le sens de réaliser un rêve qui impressionne les autres, mais de réaliser un rêve qui, quand tu te regardes à la fin de ta vie devant le miroir, tu te dis, putain, j'ai eu vraiment une vie de ouf. Donc ça peut être créer une boîte, ça peut être créer une association, ça peut être avoir des enfants, peu importe pour moi. Dans la boîte, on a dans nos bureaux un mur qui s'appelle le mur des 100 000 rêves. Et en fait, j'avais envie que quand les équipes, elles aillent au bureau, et moi aussi d'ailleurs, quand on rentre dans les bureaux, se rappeler c'est quoi la mission de la boîte. Aujourd'hui, juste pour du contexte, on va faire 10 millions d'euros de chiffre d'affaires cette année. On est 70, quelque chose comme ça. Et donc, c'était important pour moi qu'on se rappelle qu'on ne fait pas des mails, du montage, des vidéos, de la tech ou de la data. Ce qu'on fait, c'est trouver des solutions pour aider des gens à réaliser des rêves qui sont importants pour eux. Donc c'est ouf quand tu vois sur le mur, je rêvais d'écrire un livre, j'ai écrit un livre, je rêvais de perdre 20 kilos, j'ai perdu 20 kilos, j'avais envie de faire ma levée de fonds de 2 millions, je l'ai faite, ou j'ai atteint mes 40 millions d'euros de chiffre d'affaires. Ça c'est mon fuel, c'est pour ça que je suis là du coup. Longue réponse à ta question, mais c'est pour ça que je suis là. Là je suis dans une des phases les plus compliquées de ma vie à titre perso, et je me suis dit en venant, pourquoi tu fais cette conférence, gratuite en plus, je me suis dit... voilà, si je peux semer une graine dans la tête de quelqu'un aujourd'hui, franchement, ça sera une journée de ouf. Et elle valait le coup d'être vécue. Et donc, je vais faire mon max, en tout cas, pour essayer de partager au moins un truc qui est applicable et qui peut vous permettre de changer votre trajectoire. J'ai rencontré plein de gens à qui je dois tout, dans qui je suis devenu. Ça peut être des gens que vous connaissez comme Richard Branson. C'était assez dingue de trouver le moyen de me retrouver sur son canapé à côté de lui. Mais des gens pas connus aussi qui m'ont des fois tout autant apporté. Et donc voilà, si je peux retransmettre une partie de ce qui m'a aidé, c'est ouf. Et justement, alors je vais peut-être, dans l'introduction, tu as dit un peu expert, développement personnel, motivation. C'est pas méchant ce que je veux dire. Je déteste quelque part ces deux termes-là. Parce que souvent, t'entends, ok, le mec qui va te dire, allez, crois-y, tu vas y arriver, regarde-toi dans le miroir et dis que t'es un tueur. et donc...
Pourquoi je me marre? C'est parce qu'en fait, il y a plein d'études scientifiques qui montrent que, par exemple, quand tu essayes de forcer quelqu'un à se rappeler d'un souvenir positif, tu as naturellement une autre partie du cerveau qui lui fait remonter un peu ce qu'on pourrait appeler une anti-mémoire, un souvenir qui serait à l'opposé. Et donc, j'essaye pas du tout de motiver les gens. J'espère pas que vous serez motivés à la fin. Pas du tout. J'espère pas non plus que vous serez démotivés. Mais souvent, on prend le problème à l'envers. C'est-à-dire qu'on se dit, putain, j'arrive pas à aller au bout de cette formation du wagon, ça dure 9 semaines, c'est dur, le code, c'est dur, potentiellement. Et on se dit, ah, j'ai un problème de motivation. Parce que on fait une relation de cause à effet, on se dit, ben, j'avance pas comme je veux, ça vient de ma motivation. Ton manque de motivation, il dit quelque chose. C'est un indicateur. Et donc, on va pas corriger la motivation, on va corriger des choses qui sont autour. Et si tu veux, on creuse ensemble. Mais je me considère pas comme un expert de la motivation. Je pense pas qu'Einstein avait besoin de se lever le matin en se disant « Ah, je vais aller étudier la relativité ». Il n'avait pas besoin de motivation parce que c'est plus fort que lui. Et c'est la même chose qui m'amène là. J'ai besoin d'aucune motivation pour être avec vous. C'est-à-dire que il n'y a rien d'autre qui compte plus à mes yeux que d'être avec vous. C'est trop important de partager ce qui est important pour moi. Et donc, du coup, c'est pas que je suis motivé. Pourtant, ma mère, elle me disait que j'étais une loque léthargique parce que je passais du temps derrière les jeux vidéo, des jeux de stratégie, Age of Empires, ça me rajeunit pas, ou des MMORPG. J'étais une loque, pas parce que je manquais de motivation, mais parce que j'avais pas trouvé encore un projet qui était suffisamment important à mes yeux pour faire comme Kobe Bryant, donc, qui était une légende de basket. Tu te lèves pas à 5h du matin parce que tu es motivé. Tu te lèves à 5h du matin parce que tu kiffes le basket. Tu le kiffes plus que n'importe qui. Et ce truc-là, il est important parce que moi, je passe mon temps à avoir des gens, ils me disent « Ah, j'ai envie de faire une nouvelle start-up, j'ai envie de faire ça, j'ai envie d'avoir tel projet. » Et je leur dis « Mais pourquoi, en fait? Pourquoi tu veux ça? C'est pour impressionner ton voisin qui te connaît à peine. Il y a très peu de chances que tu maintiennes de la motivation. Alors, au début, oui. Tu vas dire « Ah putain, je vais faire le wagon, c'est génial, je vais mettre sur mon LinkedIn formation data, c'est stylé. » Donc, et en fait, au début, t'es excité, c'est normal. C'est comme quand tu dis « Ah, je vais créer ma boîte, je vais faire ça, je vais partir à l'étranger, je vais faire mon tour du monde. » Moi, quand avec ma chérie, qui est devenue ma femme, et on avait dit « Ok, on part aux US, on va aller interviewer des Américains avec un anglais de merde. » Sur le coup, j'étais content, mais quand je suis arrivé, j'ai atterri à New York et que j'avais qu'un rendez-vous prévu et je sais pas comment j'allais faire, là, j'étais pas motivé. Et donc, c'est très intéressant parce que on peut se dire le manque de motivation est un problème, ou on peut aussi le voir comme tiens, est-ce que c'est pas un indicateur pour pour montrer à quel point le projet il est important pour moi. Donc je suis pas en train de dire c'est la seule cause, mais il y a des vraies questions à se poser quand j'ai quelqu'un qui vient me voir et qui me dit putain, cette start-up, j'avance pas, en fait ça fait 6 ans que je suis sur le business plan, regarde, j'ai fait 27 brouillons de landing page, mais en fait est-ce qu'elle compte vraiment pour toi cette start-up? Pourquoi tu la crées? Parce que j'ai rencontré en fait vraiment aucun entrepreneur qui m'a impressionné, ou aucun artiste qui a passé 8 ans à se poser la question en fait. Ils se sont plutôt posé la question de putain, en fait, est-ce que j'annule pas cette soirée pour faire tel truc? C'est viscéral, c'est important que ça avance. Et on a tous ce truc-là. Charles Darwin, qui est considéré quand même comme étant intelligent, et son père, il était inquiet. Alors il n'y avait pas le wagon à l'époque, mais il y avait l'équivalent. Et son père, il disait bon, faut que tu ailles au wagon et tout, forme-toi, c'est un peu la misère, tu me fais la honte. Et c'était quelqu'un de réputé, le père de Charles Darwin. Et voilà, c'était une loque, il n'a pas fini la formation du wagon à l'époque. Et tu peux te dire, il a un problème de motivation. Et en fait, à un moment donné, il se balade, il voit une annonce comme ça, et c'est marqué voyage autour de la planète, grande chance de mourir, non rémunéré, pour aller récolter des coquillages et des cadavres d'espèces vivantes mortes, du coup. Ok, il n'y a pas beaucoup de gens qui ont postulé. Charles Darwin, il a postulé. Et en fait, c'est dans ce grand voyage qu'il va écrire The Origin of Species. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est qu'à 13 ans, le gars, qu'est-ce qu'il fait? Il est chelou quand même. À 13 ans, au lieu, tu vois, de te ramener une amie, un copain à la maison ou peu importe, il ramène déjà des cadavres morts. Tu sais, c'est un peu comme les chats, ils te ramènent une souris, tu dis... T'as lu comme quoi c'était un acte généreux, mais t'es quand même pas content d'avoir un cadavre mort dans ta pièce. Bah, imagine que Charles Darwin, il te ramène des gros cadavres morts dans ton salon, depuis petit. Et ça, c'est intrinsèque, c'est une motivation qui est pas forcée, qui est pas créée, elle vient de lui. Donc bref, je préfère amener ce truc-là, parce que moi, ce qui m'intéresse, c'est pas la motivation. Ce qui m'intéresse, c'est aider les personnes à identifier le projet qui compte vraiment pour eux. Et une fois qu'on a ça,
quelles sont toutes les stratégies qu'on peut explorer ensemble pour être plus productif, plus performant, pour pouvoir être dans un état où tu as un entretien d'embauche, comment tu fais pour te mettre dans ce mode où tu dois performer, comment tu fais pour développer une skills, une compétence plus vite. Mais si en amont, le projet, il t'inspire pas vraiment, c'est mort. Mais vraiment, c'est mort. Parce qu'une fois que t'es au milieu du lac en train de ramer, là, au début, tu t'es dit, tiens, je vais traverser le lac, je vais faire comme Mike Horn, c'est cool. Mais une fois que tu es au milieu du lac, tu te dis, mais pourquoi je suis là, en fait? Je veux dire, tiens, il y a encore la côte, je vais faire marche arrière. Si t'es pas comme Mike Horn, passionné par l'aventure et l'exploration de ton corps, tu fais pas ça. Moi, je ferais pas ça. J'étais très content d'interviewer Mike Horn, très content de lire ses histoires, mais jamais, je veux dire, jamais. Je le filme au bord de l'eau et je le rejoins de l'autre côté. Pas parce que je manque de motivation. Par contre, je suis prêt à me battre jusqu'au dernier jour de ma vie pour étudier les neurosciences, la psychologie, pour recruter des gens dans tous les départements, pour essayer de trouver un moyen d'avoir un impact sur la vie d'un million, 1 milliard de personnes via les power skills ou tout ce qui permet d'être plus performant. Justement, pour rebondir là-dessus, du coup, il y a beaucoup de travail de préparation pour identifier ses ambitions. Justement, derrière, la motivation est peut-être un outil pour les atteindre. La motivation, c'est un indicateur. C'est un indicateur que soit tu fais ce qui t'inspire, et alors peut-être pour nuancer ce que je viens de dire, c'est pas binaire, hein. C'est pas est-ce que la data c'est bon pour moi ou pas. Mais potentiellement, en fonction de... Parce que je peux être au bon endroit, mais il manque quelque chose dans mon projet. Ça se trouve, si prenons la création d'une start-up, je suis dans la bonne industrie. Mais au sein de cette industrie, il y a 1000 variations possibles de ce que je peux faire. Peut-être que je suis dans la bonne industrie et la bonne cible, mais je suis pas avec les bonnes équipes. Donc il suffit de quelques détails dans le projet pour que le projet, c'est comme un voyage. Vous êtes d'accord que même si tu es passionné d'Égypte, en fonction d'avec qui tu pars, même l'Égypte, ça peut être la misère. Voilà, donc soit c'est pas le bon projet, ou alors il y a des paramètres du projet qui m'inspirent pas assez. Soit, effectivement, par exemple, je vous donne un exemple. C'est un exemple qui est simple à comprendre, mais je trouve qu'il illustre à quel point c'est pas un problème de motivation. La piscine me fait du bien, elle me permet de me détendre. Ma femme, des fois, quand je suis chiant, elle me dit « écoute, va à la piscine », pour vous dire à quel point c'est efficace sur moi. Et donc, plein de fois, j'avais beau savoir que la piscine m'aide, j'ai beau avoir fait en sorte d'avoir une piscine en bas de chez moi, j'allais pas à la piscine. Parce qu'une fois sur deux, je trouvais pas le maillot de bain. Et je sais pas si vous avez remarqué, quand t'es pas en forme, c'est un peu comme quand tu viens d'apprendre une très mauvaise nouvelle. On sait qu'aller se socialiser, rencontrer des gens nous ferait du bien, mais paradoxalement, quand on n'est pas bien, qu'est-ce qu'on fait? On se replie encore plus. Et donc, plein de fois, je savais qu'aller à la piscine me ferait du bien, mais parce qu'il est pas propre, parce que je trouve pas mes lunettes de piscine, j'y vais pas. Deux manières d'approcher le truc. Version 1, ce que j'aime pas, allez, je vais me motiver. Le problème, c'est que j'ai un capital limité de volonté, on a tous un capital limité de volonté, qui fait qu'ils ont fait des études assez drôles. Ils prennent un groupe de personnes, tu vas devoir résister à quelque chose, donc tu vas devoir faire preuve de volonté pour y résister. Ça, c'est le groupe de contrôle, ils n'ont rien fait avant. Mais le groupe test, on leur met un fondant au chocolat pendant 15 minutes qui sent vraiment bon. Pour ceux qui aiment le chocolat, comme moi, c'est dur. T'as ton fondant au chocolat et ils te demandent d'y résister pendant 15 minutes. Et ensuite, il y a l'expérience que tout le monde vit. Et ben, ils se rendent compte que en fait, tu consommes ta volonté et donc du coup, tu en as moins pour l'expérience d'après. Je sais pas si j'ai été clair. Et donc là, au lieu de me dire je vais essayer de faire preuve de volonté pour aller à la piscine, j'ai acheté juste 5 maillots de bain, 5 paires de lunettes. Et là, je fais pas preuve de motivation, je fais preuve de créativité. J'essaie de comprendre comment je design mon système de sorte que la friction pour agir, elle soit plus petite. Vous voyez ce que je veux dire? Google, par exemple, ils ont fait un truc incroyable aux États-Unis, c'est bouffe à volonté. Et nourriture et boisson à volonté. Alors c'est génial sur le papier, mais alors surtout avec des Américains, ça fait beaucoup d'obèses. Donc un jour ils se sont dit, merde, maintenant qu'on a promu ça pendant des années sur le fait qu'on avait une marque employeur incroyable, vous allez manger gratuitement à volonté. Comment on fait pour qu'ils perdent du poids maintenant? Et donc ils savaient pas, ils se disaient si on enlève tout ce qui est matière grasse, ça va backfire, ça va revenir contre nous. Et donc, ils ont non pas essayé de motiver leurs employés à mieux manger, ils ont designé différemment les cafétérias sans l'annoncer aux salariés. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils se sont dit, les sneakers, on va les mettre sous une cloche opaque.
Parce que je ne sais pas si vous êtes familier avec ce truc-là, mais notre cerveau, il réagit extrêmement à ce qu'on appelle un trigger, un déclencheur. Je ne sais pas si vous avez remarqué, tu n'as pas trop faim, et d'un coup, tu vois le fondant au chocolat, ou tu vois le sneakers, ou tu vois je ne sais pas quoi, et tu as faim. Et surtout qu'on a encore des parties très primitives du cerveau qui se dit, dans le doute, le sneakers, il sera peut-être pas là demain, donc mange-le. Tout ce qui est riche, justement, en glucose, notre cerveau, il dit, bouffe-le maintenant. Parce qu'on ne sait jamais ce qui peut se passer. Et donc ils ont mis les pommes, les bananes sous des cloches transparentes, ils ont mis tout ce qui était sucré sous des cloches opaques, ils ont mis les sodas de sorte que ça demande un effort de les prendre, ils ont mis les boissons au niveau des yeux, ils ont réagencé l'ordre des plats de sorte qu'il y ait d'abord ce qui est sain. Ils ont fait plein de changements comme ça, et je ne sais plus en millions de calories qu'ils ont réussi à enlever auprès des salariés sans même que les salariés se rendent compte de quelque chose, et quand on leur demandait est-ce que vous avez eu besoin de faire un effort, non. Et donc il y a eu besoin d'aucune motivation parce qu'on a changé le système. Je vous donne un exemple, j'ai un client entrepreneur qui me dit « Putain, j'arrive pas à prospecter. Version motivation, il faut que je fasse preuve de motivation. » Ce que je lui demande, c'est « Ok, est-ce que cette stratégie a marché jusqu'à maintenant ?» C'est-à-dire, est-ce que te répéter « Putain, il faut que je sois motivé » a marché? Si ça a marché, génial, on va continuer, vous êtes d'accord? Mais il me dit, non, en fait, je me répète depuis 4 mois, il faut que je fasse preuve de motivation et je prospecte pas plus. Donc est-ce qu'on est d'accord qu'on va changer de stratégie? Parce que pour l'instant, c'est un peu la phrase d'Einstein, c'est de la folie d'espérer des nouveaux résultats en faisant toujours la même chose. Il me dit, ok. Je dis, si c'était fun prospecter, si c'était fluide prospecter, si ça demandait aucun effort, aucune motivation prospecter, ce serait comment pour toi? Pas pour tout le monde, pour toi. Et là, du tac au tac, je vois ses yeux qui se redressent, les yeux qui brillent, il se marre, il me dit, en fait, je prospecterai avec un pote. Parce que dans son système de valeurs, et ça se voyait, le truc qu'il fait naturellement tout le temps, c'est il adore le lien, il adore rencontrer des gens, connecter avec des gens. Et donc, cette idée un peu d'aventure humaine qui revit dans le sport, l'idée de le vivre avec un pote, on va prospecter ensemble, change complètement sa représentation de la prospection. C'est plus je vais prospecter, c'est je vais appeler un pote, on va faire un défi ensemble. J'ai fait du rugby, il n'y a plus trop de traces de ça, mais j'ai fait du rugby pendant 3 ans et on faisait l'exercice de la chaise. Vous savez, tu te mets contre le mur à faire la chaise. Je vous invite à essayer tout seul là ce soir, et tu chronomètres combien tu fais tout seul. Généralement, après 13 secondes, tu te dis que ta vie n'a aucun sens en faisant ça, donc tu vas arrêter. Mais maintenant, imaginez que ton entraîneur, il t'a mis face. Donc, je ne sais pas combien on est à l'entraînement, on est 30 par exemple, on est 15 face à 15 autres personnes et on est qu'entre potes. Et maintenant, il te dit, je veux que tu regardes ton pote dans les yeux. Et je veux non pas que tu te dépasses pour toi, mais je veux que tu te dépasses pour le groupe. À votre avis, est-ce qu'on fait le même score? Est-ce que c'est 15% mieux? 30% mieux? 60% mieux? 100% mieux? 200% mieux? Qu'est-ce que vous en pensez? En fait, c'est dingue. Tu passes de, allez, même si tu es motivé, tu fais 2 minutes, 3 minutes tout seul. Et d'un coup, tu fais 20 minutes, 25, certains 55 minutes. Tu te dis, mais ça n'a aucun sens. Le mec, il tremble dans tous les sens, tu as les jambes qui sont là. Ou il rentre même dans une forme de transe. Pourquoi? Parce que là, on n'a pas joué sur la motivation, de manière directe. La motivation, elle devient un indicateur qu'on a changé autre chose. Vous voyez ce que je veux dire? Là, on a changé le système. Donc, changer le système, ça peut être plein de choses. Par exemple, fascinant. Je vous dis pas que ça va marcher comme ça, mais c'est fascinant. Donc, ils font une étude. Ils prennent un homme lambda qui va aborder des nanas et en donnant exactement la même phrase d'approche. Et dans cette phrase d'approche, il y a une phrase qui consiste à demander où est telle rue. Ok? Donc, par exemple, tu abordes une nana et tu demandes où est la rue Victor Hugo. Groupe de contrôle. L'homme demande rue Victor Hugo. Groupe test, il demande, dans le speech qui est scripté, où est la rue Valentine? Tu vas me dire, qu'est-ce que ça change? En fait, ça change beaucoup. Parce que d'un coup, c'est ce qu'on appelle un pre-frame, c'est-à-dire que d'un coup, ça va parler à une partie inconsciente du cerveau qui, Valentine, est associée à Saint-Valentin, à tout un univers qui est autour de l'ouverture aux autres, l'ouverture à la séduction. Et donc, le même homme, en changeant juste le nom de la putain de rue, va avoir des bien meilleurs résultats.
Alors vous allez dire, non mais, les hommes ou les femmes de la salle, vous allez dire, non mais jamais ça marcherait sur moi. Ça c'est un biais cognitif, je me souviens plus le nom, mais qui consiste à penser que je suis la seule personne au monde à ne pas être sujet au biais cognitif. Quand tu demandes aux femmes, est-ce que vous avez été influencé par quelque chose? À votre avis, est-ce qu'elles disent oui? Elles disent oui. Ben non. Elles disent, ben non, il n'y a rien qui m'a influencé. Et si, ça t'a influencé. Là, on n'a pas changé la motivation, on a changé le design, on a changé le système. Pareil, testez si vous voulez, hein, ils font l'expérience, même phrase d'approche, cette fois ils ne changent pas le script, mais ils changent l'emplacement de l'homme dans le centre commercial, où est-ce que l'homme aborde une femme dans le centre commercial, ils essaient de voir si ça a une influence. Ça a une influence. À votre avis, quel est l'endroit le plus stratégique pour aborder une femme dans un centre commercial? Avant ou après quel magasin? À votre avis? Fleurs? Parfum? Lingerie? Ok. Effectivement, c'est le fleuriste. Et vous voyez, pareil, on demande aux femmes, est-ce que vous avez été influencées par quelque chose? Elles disent non. Alors maintenant, prenons un exemple pro. On met au mur, dans le groupe de contrôle, juste des photos lambda. Dans le groupe test, on met des sportifs de haut niveau qui traversent la ligne d'arrivée. Ok? Juste au mur. Et c'est un groupe de sales. Et on mesure, est-ce que l'environnement dans lequel ils sont va avoir une influence sur le nombre de calls qu'ils vont faire, l'énergie qu'ils vont mettre dans le call, comment ils vont gérer, digérer, transformer les objections. Bon, je pense que vous avez compris que forcément, il y a un lien. Et donc effectivement, le fait d'avoir ces sportifs autour d'eux, ça a une influence. Intéressant, ce même décor, pour potentiellement faire un développement, pour, je sais pas, créer ton algo dans ton code, n'a pas forcément d'influence. Par contre, le penseur de Rodin, au mur, a de l'influence. Donc là, mon point, c'est que parfois on essaye d'agir sur la motivation, alors qu'on peut inverser la question, c'est de se dire, si c'était pas une question de motivation, finir mes 9 semaines intensives à apprendre à faire de la data science ou autre, ça serait quoi le système qui rendrait ça extrêmement fluide? Là, je suis en train d'avancer sur mon projet de livre, et c'est très intéressant. Il y a des auteurs qui ont besoin, là, on a fait une interview avec une des autrices, auteurs, je sais pas comment on dit, qui vend le plus de livres en France. Et elle, ce qu'elle a besoin, c'est mettre des boules caisses dans ses oreilles, et dans une salle qui est presque aseptisée, avoir que son ordinateur, limite qui n'a pas le Wi-Fi, et être focalisé sur l'écriture. J'ai rencontré un autre auteur qui, pareil, vend beaucoup de livres, et lui, c'est l'inverse. Il a besoin d'aller dans un café où c'est le plus bruyant possible. Donc, je pourrais vous faire la réponse miracle du coach que j'aime pas, en fait, il faut aller dans un café ou il faut aller dans une salle aseptisée. Mais en fait, la vraie question, c'est de vous poser la question. C'est quoi le système qui va rendre le truc facile? Et je peux vous donner plein de trucs comme ça. Par exemple, certains, en fonction de vos chronotypes, vous allez avoir... Alors, on a un chronotype qui est plus ou moins semblable en fonction des êtres humains, c'est-à-dire que globalement, en début de journée, notre chimie interne est plus propice à ce qu'on peut appeler un deep work, donc un travail concentré, sans distraction, qui va demander justement une forme de volonté. Donc moi, j'aime bien bloquer dans mon agenda 1h30 à 3h où je vais vraiment avancer sur le truc qui peut changer la trajectoire de Paradox. Donc globalement, c'est ça. Mais encore une fois, pareil, tu vas avoir, même si c'est des gens que je respecte, hein, tu vas avoir le 5 a.m. club, l'idée de se lever à 5h du matin. Maintenant, quand tu prends les 1000 personnes les plus illustres de l'histoire et tu prends à quelle heure ils se levaient, à quelle heure ils se couchaient, à quelle heure ils mangeaient, ça part dans tous les sens. Donc il ne faut pas se dire c'est 5h du matin la bonne heure ou 6h, c'est ultra perso. Par contre, ce qui est intéressant, c'est que potentiellement pour certains, peut-être que la partie du wagon la plus dure, elle est intéressante à poser dès que je me lève. Et pas aller sur Insta ou Facebook parce que je vais consommer une partie de ma volonté alors que là où j'en ai le plus. L'après-midi, c'est pas vrai pour tout le monde, mais globalement, on est plus dans une biologie qui est faite pour socialiser. C'est pour ça que, par exemple, ça marche bien pour moi. Matin, deep work, après-midi, meeting. Si je fais l'inverse, c'est ça qui est intéressant. Je change juste un truc. Je vais travailler le même nombre d'heures à la fin de la journée. Ma productivité au global sur l'année, elle va être très différente. Donc j'insiste, prenons pas la motivation comme le truc sur lequel agir, mais comment je change le système. Le système, ça peut être aussi les outils que tu utilises, les raccourcis clavier que tu connais.
c'est assez dingue, je sais pas si vous avez remarqué, dans un projet, par exemple, entrepreneurial, comment quand tu démarres un projet, si c'est la première fois que tu le fais, ça c'est une autre raison potentiellement du manque de motivation ou ce qu'on peut appeler la procrastination, c'est je veux monter l'Himalaya, je veux créer ma boîte, je veux postuler dans cette industrie que je connais peu, et je suis un peu bloqué parce que je sais pas par quoi commencer. Donc au début j'ai un pic de motivation parce que c'est excitant d'aller monter l'Himalaya, mais après maintenant je suis putain, je fais quoi? Et en fait c'est assez dingue comment clarifier les toutes premières étapes pour quelqu'un, c'est comme si ça te mettait sur les rails, et derrière, les étapes qui vont suivre, elles sont beaucoup plus faciles. Souvent, la personne, elle fait l'inverse. Elle essaie de clarifier tout le plan. Elle essaie d'avoir de la clarté sur de A à B, hein, ou de A à la destination finale. Alors que plein de fois, les personnes, je vais leur demander, ok, et c'est quoi juste la première étape qui, si tu l'as fait, va te mettre en mouvement? C'est quoi le premier truc? Ou c'est quoi le premier livrable que tu peux mettre en place? Peut-être livrer une landing page, peut-être livrer de prendre ton agenda, l'application Contact, prendre toutes les personnes que tu connais et identifier le top 20 des personnes que tu as dans ton agenda que tu peux contacter pour ton projet. Et là, tu as un livrable. Tu as fini ta journée ou ta semaine avec j'ai identifié mon top 20. Ensuite, tu peux te dire maintenant que j'ai mon top 20, c'est quoi ma prochaine étape? Aujourd'hui, je vais en appeler 4. Ensuite, c'est quoi ma prochaine étape? Je vais débriefer mon call et je vais identifier les 3 questions qui ont le mieux marché. Et vous voyez, je vais avancer de micro-étape en micro-étape. Au bout d'un moment, je vais créer une forme de motricité, une forme de traction personnelle, comme une start-up. Et le reste est beaucoup plus facile. Donc, s'il y a un truc que j'aimerais peut-être que vous reteniez de tout ça, c'est et si c'était pas un problème de motivation, et si c'était changer la manière de travailler. Par exemple, j'avais du mal à avancer sur mon livre, parce que ça me paraissait gros. Je considérais que je suis pas bon en écriture. Mais à partir du moment où je me suis dit, bon, écrire un livre, c'est quoi? En tout cas, écrire le livre qui, moi, m'inspire. C'est quoi? Je me suis dit, les livres qui m'inspirent, ils sont documentés de manière historique. C'est-à-dire que tu vas rentrer dans l'histoire de Cléopâtre, de Charles Darwin. C'est pas juste un enchaînement de concepts. Donc, ok. En fait, je n'écris plus un livre. Ce que je vais faire, c'est documenter 300 histoires historiques. C'est ça mon projet. Donc là, c'est identifier la prochaine première étape. Ensuite, c'est quel serait le système qui rend ça fluide? Je me suis créé un Notion qui est hyper clair, que j'ai mis en favori. J'ai rendu le système tellement facile que même si je suis fatigué et même si j'ai pas de motivation, j'ai envie de le faire. Parce que le projet du livre, il est important pour moi. On a au moins 400 études, enfin 400 histoires, on a 400 études. Là, mon seul objectif en ce moment, c'est pas écrire un livre, c'est écrire une table des matières. Je me concentre que sur ça, faire la meilleure table des matières possible. Et après, au bout d'un moment, ça va être créer la table des matières des chapitres. Et je vais avancer progressivement, peu importe le temps que ça me prendra, pour sortir un putain de livre. Voilà, j'arrête de parler. Non, mais vraiment ravi que tu parles, dans tous les cas, c'est le but. Pardon. Je vais peut-être prendre un peu le contre-pied justement sur la motivation. Tu as rencontré beaucoup d'entrepreneurs que je trouve géniaux, notamment un, Frédéric Mazzella, qui a fondé Blablacar. Blablacar, il est resté sur l'idée pendant 7 ans, alors que tout le monde lui disait que c'était nul. Et bon, lui, ça lui faisait de la peine, mais il lâchait pas le morceau, il a pas lâché le steak. Ça m'amène à la question de où placer la limite entre la motivation et être borné. Ouais. Est-ce que tu sens que parfois, si on lance un peu trop la machine, elle peut avoir du mal à s'arrêter? Non, c'est une super question et encore une fois, je ne vais pas avoir une réponse miracle. L'humain fonctionne pas comme ça. Elle est dure cette question et je pense que c'est toute notre vie cette question. C'est valable aussi avec une relation amoureuse. Hein. Est-ce que j'arrête cette relation ou est-ce que je lui donne encore une chance? C'est pas évident. Maintenant, il y a des choses qui vont aider. Déjà, je vais revenir quand même sur le premier point sans recreuser dessus. C'est que Fred Mazzella, quand tu regardes son histoire, avant Blablacar, est vraiment profondément inspiré par l'idée un peu de recyclage. C'est-à-dire de trouver comment rendre plus efficient un système. Donc déjà, l'idée de Blablacar, c'est pas non plus à des années-lumière de ce qui l'inspire. C'est-à-dire que moi, à un moment donné, par exemple, je me disais, putain, j'ai envie de créer une start-up, parce que j'avais une boîte que je considérais pas une start-up, j'avais une boîte plus de formation, on va dire. Mais à chaque fois que j'étais vrai avec moi-même, je me disais, pourquoi? Pourquoi tu veux faire ça? En fait, les raisons qui arrivaient, c'était juste un ego trip pour me raconter quelque chose. Donc je me suis dit, je vais jamais tenir jusqu'au bout. Aujourd'hui, je considère que Paradox est une start-up parce que on a 22 personnes dans l'équipe produit, on essaie d'innover en IA, on essaie d'utiliser beaucoup plus la tech, etc. Mais pourquoi? Parce que j'ai trouvé la manière de garder ce qui était toujours été important pour moi, qui est l'humain, la psychologie, la performance, et voir comment je peux remettre ma première histoire d'amour qui est la tech, l'informatique, au service d'un truc qui a toujours été là. Donc,
Déjà, si tu te poses beaucoup la question, c'est que peut-être c'est pas le bon projet. Ça, c'est le numéro un. Le deuxième, c'est les symptômes physiologiques. C'est-à-dire que c'est assez dingue comment notre corps il nous parle quand on s'entête pour les mauvaises raisons. Et c'est documenté, il y a plein de cas par exemple de burn-out. Je ne suis pas en train de dire que tous les burn-out c'est la seule cause, mais il y a beaucoup de cas de burn-out où la personne dit bah en fait, avec du recul, j'étais pas là pour les bonnes raisons. Alors c'est peut-être, encore une fois, pas le bon projet, mais c'est peut-être d'autres choses. C'est peut-être pas le bon pays, pas la bonne culture, mais parce que c'est pas facile de sauter dans l'inconnu, de changer de direction. Et de ce que je comprends, beaucoup d'entre vous, c'est la démarche dans laquelle vous êtes. Vous former, faire un pas de côté, essayer de vous réinventer, ça fait peur. Et tout le monde n'a pas le courage de faire ce que vous faites. Et donc, plein de personnes vont se mentir à elles-mêmes et rester. Donc, tu as ton corps qui va te parler. D'un coup, tu es plus fatigué qu'avant. Ça, c'est intéressant. Moi, par exemple, donc j'ai développé, on va dire, la première itération de Paradox, qui s'appelait pas Paradox, mais qui était dans le même domaine. Et on est arrivé en 2017, et j'avais réalisé tous mes rêves. C'est-à-dire que je m'étais mis des objectifs que je trouvais fous financièrement, c'était réalisé, des objectifs fous en termes d'audience, c'était réalisé, des gens que je voulais rencontrer, c'était réalisé. Et je suis passé par une phase où d'un coup, j'étais... Je peux remettre un zéro de plus sur, on va faire... je sais plus combien on était, imaginons qu'on était à 20 millions de vues au total, ou j'en sais rien, ou 100, peu importe. Je vais mettre un zéro de plus. Mais encore une fois, je veux dire, les millions de vues, c'est génial juste 24 heures. Après, le lendemain, tu les as oubliés. Hein. Donc c'est pas ça qui te fait tenir. Bon, même l'argent, je veux dire, c'est à la limite, ce qui est plus stimulant, c'est l'exercice mental d'essayer de craquer le truc, mais ça change pas vraiment ton quotidien une fois que tu as passé un certain stade. Et donc, je suis passé par une phase où, putain, je me reconnaissais pas, quoi. Je me levais le matin, j'avais moins d'énergie, j'avais des confs comme ça, j'avais pas envie d'y aller. Alors, une fois que j'étais sur place, j'étais content quand même, mais je me reconnaissais pas. Et ça dit quelque chose. David, t'entête pas, en fait. Et j'étais, du coup, globalement dans le bon projet. Ce que vous allez dire, c'est que t'as pas changé grand-chose. Mais ce que j'ai changé a suffi à me redonner le feu. En fait, je donne des exemples. Je m'étais enfermé, justement, dans ce coach, le gentil coach, bienveillant. J'avais pas envie de ça, en fait. J'assumais pas le côté performance, parce que dans l'univers du développement personnel, performance, c'est un gros mot, quoi. Alors qu'en fait, moi, mes héros, là, j'en ai parlé à l'équipe pendant plusieurs jours. Je viens de regarder David Beckham, Michael Jordan, Kobe Bryant. C'est que des obsédés. Einstein aussi. Et en fait, j'avais peur de parler le côté performance en me disant mais je vais perdre mon audience, je vais perdre ma prison dorée. Et paradoxalement, ça fait plus peur de perdre une prison dorée que de perdre quand t'as rien. Et donc, je continuais un truc, pas parce que mon cœur me disait que c'était pour moi, parce que j'avais peur. Vous voyez ce que je veux dire ? Ça se traduisait par mon manque de motivation. Aussi, j'avais envie de parler plus de business. Mais pareil, quand tu es dans l'univers un peu développement personnel, c'est l'humain, c'est pas l'argent. Et j'avais peur. À partir du moment où j'ai commencé à me dire, en fait, fuck, t'as qu'une vie. À la fin de ta vie, je veux dire, c'est pas ton compte en banque qui va t'inspirer, ni la Lamborghini Urus ou quoi, même si c'est stylé. Et ce qui va t'inspirer, c'est à quel point t'as essayé de te créer une vie de ouf. Et à quel point t'as contribué de la manière dont t'avais envie de contribuer. En fait, je me suis dit, voilà, j'ai envie de parler d'ambition. J'ai envie de parler de performance. J'ai envie de remettre de la science dans ma boîte. J'ai pas envie d'être un infopreneur. J'ai envie de recruter des gens. J'ai envie de vivre une aventure collective. J'ai envie qu'on aille à l'international. J'ai envie de mettre de la tech. Quand j'ai commencé à remettre tout ce qui me manquait, je me suis levé et j'ai retrouvé l'énergie que j'avais au tout début. Un modèle mental que j'adore. Bon, ça va reboucler avec la même idée, mais je l'adore, ce modèle mental. Donc un modèle mental, c'est un peu une forme de raccourci que tu peux utiliser dans ton esprit pour pouvoir mieux aborder ta vie ou tes projets. Quand j'ai un client, même si aujourd'hui je fais très peu maintenant de coaching individuel, mais j'en ai toujours, avec des personnes souvent qui ont des projets qui m'intriguent, sport, art, entrepreneurial. Ce à quoi j'essaie d'être attentif avec eux, c'est est-ce que même si le projet il foire, t'es quand même content d'y être allé? Parce que si t'es prêt à y aller uniquement si ça marche, il y a des grandes chances que tu abandonnes. Donc ça, c'est un autre modèle qui peut aider. Après, l'autre partie de la réponse, c'est que j'aurais envie si je commence à avoir du feedback autour de moi, de me dire tu devrais arrêter, ça ne marchera pas, etc. J'adore ce que dirait Dalio, qui est vraiment un mentor pour moi, que j'ai
pas encore réussi à rencontrer, je vais y arriver, on va y arriver, donc qui est un des plus grands investisseurs de la planète. Il dit entoure-toi de gens brillants pas d'accord avec toi. Je pense qu'il y a une différence entre avoir des retours de gens qui n'y connaissent rien et qui te disent bon voilà, fais-toi l'idée, arrête la formation de wagon et refais ce que tu faisais avant, c'était mieux pour toi, mais eux ils y connaissent rien. Et rencontrer des gens qui t'inspirent, qui sont brillants, et leur demander activement ok, c'est quoi mes angles morts, qu'est-ce que je vois pas, et leur dire voilà mon projet, voilà mon raisonnement, qu'est-ce qui manque dans mon projet. Souvent on entend un peu dans mon domaine parler de la visualisation positive. Alors pareil, c'est un des trucs qui me fait chier parce que la science est plus mitigée par rapport à la visualisation, c'est-à-dire qu'en gros ce qui est prouvé c'est ce qu'on appelle une visualisation de performance, c'est-à-dire que si par exemple vous avez un entretien d'embauche demain, il est important pour vous, et que ce qu'on fait, on fait deux choses. C'est-à-dire on fait un jeu de rôle, par exemple je joue le recruteur et tu restes toi-même, et moi je joue le cas le plus dur, c'est-à-dire je joue un recruteur comme tu pourrais celui qui te fait peur. Ça va t'entraîner. Si ensuite derrière tu te visualises toi en train de faire l'entretien d'embauche, et tu te visualises, si on me pose telle question, voilà comment je réponds. Si j'arrive stressé, voilà ce que je fais. Ça, c'est ce qu'on appelle une visualisation de performance. Et ce qui est intéressant, c'est que si on scanne ton cerveau, ça sollicite sensiblement les mêmes parties du cerveau que si tu le faisais réellement. Ça marche. C'est pour ça qu'on voit beaucoup de sportifs, les yeux fermés, en train de se préparer mentalement. D'accord ? Mais là, vous comprenez, ce que je visualise, c'est pas comment ça se passe, mais je visualise mes comportements et un algorithme. Si il se passe ça, je fais ça. S'il se passe ça, je fais ça. S'il se passe ça, je fais ça. C'est comme ça qu'ils préparent, par exemple, les astronautes. Les astronautes, ils ne les préparent pas à se dire tout va bien se passer. Au contraire, ils les préparent à ce qu'on appelle du coup l'opposé, à faire une visualisation négative. C'est-à-dire, voient tout ce qu'ils pourraient faire, tout ce qu'ils pourraient foirer. Et on va les faire visualiser jusqu'à ce que, quand ils imaginent ce qu'ils foirent, de manière automatique, ils savent quoi faire, ils se visualisent en train de les faire et ils n'ont plus aucune émotion. Par exemple, je ne sais pas si certains ont vu mon interview avec Mathieu Stéphanie sur son podcast, qui est top. Il m'a prévenu la veille, il m'a dit voilà, je vais te poser des questions reloues. Bon, je me suis dit, ça va être relou, ça va être chiant. Je pourrais me dire, je vais faire une visualisation en mode optimiste, tout va bien se passer, je vais y arriver, j'ai confiance en moi. C'est bien de faire ça, hein, c'est important. Mais c'est pas ce que j'ai fait, c'est de me dire ok, c'est quoi les questions reloues qu'ils pourraient me poser et comment je pourrais répondre s'ils me les posent, jusqu'à pouvoir me visualiser, être détendu et serein avec les questions que je déteste le plus. Et là du coup je peux rentrer dans l'interview en étant serein et en étant détendu par rapport à ce qui peut se passer. Donc du coup un bon exercice de savoir est-ce que j'abandonne ou pas, c'est de faire ce qui s'appelle un pré-mortem. Donc pré-mortem à la base ça vient de quoi, hein? C'est que ça vient de post-mortem. Vous savez, post-mortem c'est à la morgue, on essaie de comprendre, merde, Kennedy est mort, fait chier, pourquoi il est mort, on essaie de refaire le truc. Pré-mortem c'est faire l'inverse, c'est-à-dire bon, Kennedy n'est pas encore mort, il va mourir, qu'est-ce qui ferait qu'il meure? Et tu fais tous les cas qui feraient qu'il meure. Et donc dans un projet par exemple, imaginons, je suis en train de... Tout mon feedback autour de moi, c'est ça n'a pas marché. J'essaierai d'avoir plus de pensée critique. Et donc de me dire, ok, peut-être qu'il y a une partie de ce qu'ils me disent où il y a du vrai. Peut-être qu'ils n'ont pas vrai sur le côté abandonné. Ils ont peut-être vrai sur le fait que comme je m'y prends, ça ne va pas le faire. Donc j'essaierai de me dire, mon projet va foirer. Qu'est-ce qui va faire qu'il va foirer? Qu'est-ce qui me manque? Et pouvoir me dire, ok, ben, peut-être qu'il me manque des financements, j'ai pas le réseau. Moi, il y a un framework que j'aime beaucoup pour moi par rapport à un projet. C'est un peu... Une idée, c'est que c'est un peu comme les jeux vidéo, sauf que notre vie, c'est un jeu vidéo avec des jeux infinis, enfin, des niveaux infinis. C'est comme la Champions League, sauf qu'il n'y a rien au-dessus de la Champions League, mais dans la vie, c'est une infinité de ligues. Chaque fois que tu rentres dans une nouvelle ligue, qu'est-ce qui se passe dans ta vie? Tu as des nouvelles opportunités que tu n'avais pas avant, qu'on ne proposait pas avant. Tu as des nouveaux challenges que tu n'avais pas avant. C'est-à-dire que là, par exemple... j'avais pas le challenge de licencier des gens à Paradox quand il y avait que moi dans la boîte. Donc naturellement, le nouveau niveau dans lequel je joue m'invite à avoir des nouveaux challenges que j'avais pas avant. J'ai des nouveaux ennemis. Par exemple, Paradox étant un terme un peu comme Apple qui peut être réutilisé. Eh ben, avant, il n'y avait pas de nécessité d'avoir un département de juridique pour se protéger. Mais là, c'est tous les trimestres, plus ou moins, qu'il y a un Paradox X quelque chose, je sais pas où dans le monde, qui essaie de nous attaquer. Donc c'est des nouveaux ennemis. J'ai aussi des nouveaux alliés.
des gens que je peux contacter, des mentors qui m'aident. Donc je suis sur un nouveau niveau comme vous, avec nouveaux problèmes, nouveaux challenges, nouveaux alliés et nouveaux ennemis. Et pour moi, en fait, à chaque fois que j'essaie d'aider quelqu'un, j'ai un peu 4 cases que j'essaie de voir avec lui. Un, c'est quoi les croyances qui te manquent pour pouvoir craquer ce niveau-là. Quand je dis croyance, c'est au sens large, c'est-à-dire comment tu abordes le problème. Parce qu'il y a très peu de chances que tu réalises ton objectif si tu regardes le problème de la même manière. Prenons un exemple. Quand tu lis la biographie d'un des types les plus détestés en France, Rockefeller. Tu lis la biographie de Rockefeller. Qu'on l'aime ou pas, hein, c'est pas mon propos là. Le mec, il est persuadé, dans son modèle du monde, sa croyance, donc il est très très croyant en Dieu, que la plus belle chose qu'il peut faire pour Dieu, c'est d'amasser une fortune. À votre avis, est-ce que tu as la même trajectoire financière par rapport à quelqu'un qui se lèverait avec une éducation pour lequel devenir riche, c'est être un enculé? À votre avis, même si tu as les mêmes compétences, est-ce que c'est la même trajectoire? Non, rien à voir. Donc, souvent, il y a Einstein, il disait, voilà, il y en a plusieurs qui l'ont dit, donc je suis désolé si c'est pas le bon, mais il a une version de ça, Einstein. Si tu me donnes 60 minutes pour résoudre un problème, je vais passer 50 minutes à essayer de bien poser le problème. Donc souvent, l'enjeu, c'est que la personne, elle a besoin d'aborder qui elle est, elle-même. Ça peut être sa valeur, ça peut être le marché, ça peut être le problème d'une manière différente. Donc croyance. 2, quelles sont les compétences qui te manquent? 3, c'est quoi les nouvelles routines et habitudes que tu as besoin de lâcher et mettre en place? Et 4, c'est quoi le système? Donc, moi, quelqu'un avant qu'il abandonne, j'essaierai, est-ce que ça t'inspire? Est-ce que tu t'es créé un environnement de gens qui sont capables de tirer vers le haut, mais aussi de challenger tes idées? Est-ce que tu as fait vraiment un pré-mortem et voir tout ce qui pourrait faire que ça avait foiré et essayer de mettre des solutions en face? Quelles sont les compétences qui te manquent pour que ton projet se réalise? Quel est le système qui a besoin d'être mis en place ou d'être abandonné? Les croyances, qu'est-ce qu'on a changé? Est-ce que tu as le bon environnement? Est-ce qu'il te manque des routines avant peut-être d'abandonner? Et surtout, est-ce que même si ça foire, ça valait le coup d'y aller? Moi, si Paradoxe foire, je serais heureux quand même. Parce que je vois rien d'autre à faire. Franchement, je me ferais chier sinon. Merci pour l'ensemble de ces remarques. Simple question, comment tu définis la performance pour toi? Alors, elle n'est pas simple. Non, mais en fait, c'est très intéressant. C'est que je la fais définir par la personne. Parce que ta définition de la performance, c'est pas la même chose qu'une autre personne. Et justement, même un sportif de haut niveau, je vais lui dire, ça veut dire quoi pour toi performer? Là, maintenant, ou cette saison. Donc déjà, c'est personnel. Maintenant, si je devais donner une définition large comme ça, ben c'est... Alors, souvent, quand on va parler de performance, on parle de quelque chose qui va se jouer sur un temps qui est court, donc maximum, on va dire, 2 heures, un entretien d'embauche, une interview, quelque chose que tu fais sur scène. Alors ça peut durer plus, hein, il y a des performances qui durent plus que 2 heures, mais de manière générale, pour la plupart d'entre nous, c'est des performances sur 2 heures. Ben, c'est avoir accès à ces ressources. Avoir accès à ces ressources, je pense qu'on a tous vécu des moments où tu parles à quelqu'un et tu te dis, mais putain, j'ai perdu mes neurones. Je me rappelle, j'étais dans une salle de sport, et j'ai croisé une personnalité française, je suis allé lui parler. J'avais l'impression que mon cerveau, il était parti en vacances. Je ne savais plus parler. C'était horrible. À LA, quand j'y étais en 2015, un truc comme ça, je sais plus. À un moment donné, je sais plus, il y a quelqu'un de mon équipe qui dit « Ah, il y a Jay-Z, il y a Jay-Z. » Donc, le mari de Beyoncé. Et je fais « Oh putain, fuck. » À cette époque-là, c'était vraiment dans ma tête, s'il y a une opportunité, j'essaye, quoi, même si je vais me foirer. Donc je suis allé voir Jay-Z, et pareil, mon anglais, bon, il n'était pas incroyable, mais je pense que mon cerveau a dit, tiens, on enlève l'anglais. Donc il a été très sympa, mais franchement, je n'ai rien dit. Donc voilà, être performant à ce moment-là, ça aurait été pas forcément mieux parler anglais que ce que j'étais capable, parce que ça, c'est un fantasme, mais au minimum, parler anglais comme j'en étais capable. Mais à ce moment-là, j'ai perdu mes moyens. Et donc ça m'est arrivé plein de fois des situations comme ça. Donc c'est ça pour moi la performance. J'aurais une question par rapport, donc, je vais pas dire la motivation parce que j'ai l'impression que c'est un gros mot. Non, mais c'est pas un gros mot, mais je fais exprès de challenger ça parce que je pense qu'on essaie de résoudre le mauvais problème souvent. Moi, j'appelle plutôt, enfin il y a un concept que j'ai découvert
en anglais c'est le flow state ou l'état de flux en français. Tu sais, je pense que tu dois savoir ce que c'est. Hein, c'est l'état où en fait tu peux travailler pendant des heures, des jours sans voir la fatigue et. Alors c'est rarement des jours, mais c'est quelques heures souvent, mais oui. Et donc ta question? Et ma question c'est, est-ce que déjà donc toi ça impacte ta productivité et est-ce que tu as une technique pour disons craquer le système et essayer de comprendre quels sont les paramètres qui vont t'envoyer vers cet état de flux? Yes. Moi, j'ai suivi beaucoup de tes confrères, plus en anglais, où essayer par exemple, de réduire la friction au travail ou d'avoir l'environnement, comme tu disais. Et en fait, je me rends compte, quand je fais une rétrospection de mon passé, que j'essaie de faire de l'ingénierie inversée pour comprendre, la plupart du temps, en fait, c'était pas ça qui avait impacté. Donc pendant des jours, je peux travailler, même des fois, je peux me lever 2 heures avant le temps de lever normal, juste parce que je suis motivé et que j'ai envie de travailler là-dessus. Mais j'arrive toujours pas à comprendre qu'est-ce qui m'a mis dans cet état. Et là, je l'ai perdu cet état de flow. Et j'essaie un peu de changer des choses dans mon quotidien, mais j'arrive pas à trouver la solution. Est-ce que toi, dans ton expérience, tu aurais t'auras pas une recette miracle, mais est-ce que tu peux partager un peu comment tu as abordé ce problème-là? Yes, avec plaisir. La question déjà, c'est pourquoi c'est si important pour toi d'avoir besoin de ce flow pour avancer? Pour moi, c'est la définition. Excuse-moi. Pour moi, c'est limite la définition du bonheur. Parce que je pense que quand je suis dans cet état de flow, je donne la définition un peu à ma vie. Et limite, je suis même plus heureux que pendant des moments où tu es en divertissement avec tes amis ou sortir. Yes. Alors, j'ai une mauvaise nouvelle du coup. Si je te disais, putain, quand je suis sous coke, c'est vraiment ma définition du bonheur, tu me dirais quoi? Bah ouais, faudrait changer de définition du bonheur. Exactement. Bah alors là, on parle pas de coke, on parle de travail. Mais en fait, c'est plus ou moins la même chose. C'est-à-dire que quand tu es dans un état de flow, tu as une chimie dans ton corps qui est pas classique. Et en fait, ton corps a un mécanisme qui s'appelle l'homéostasie, qui fait qu'il veut toujours retrouver l'équilibre. Donc, si par exemple, quand tu écoutes une musique qui t'inspire, ça va libérer une forme de dopamine. Cette dopamine, c'est un neurotransmetteur dans le cerveau qui rend propice la motivation, et donc propice un état de flow, et tu vas d'un coup ressentir une énergie, et ça devient plus facile d'être en mouvement. Pour vous donner une idée, quand dans un rat, on intervient sur son cerveau pour qu'il n'y ait plus de sécrétion de dopamine, qu'on met un fromage dans sa bouche, il le mange. Si on met un fromage à 2 cm de lui, il se laisse mourir de faim. Donc le problème n'est pas qu'il ne sait pas manger, parce qu'on le met dans la bouche, il sait manger, mais sans dopamine, il ne sait pas avancer. Le truc, c'est qu'à partir du moment où il y a une sécrétion de dopamine, ton cerveau a une forme de thermostat et se dit, bon, là, il y a déjà beaucoup de stock qui est sorti, j'arrête la sécrétion. Donc toute libération de dopamine s'accompagne d'un arrêt de sa production et donc d'une baisse. Et donc, paradoxalement, et c'est pour ça qu'effectivement, je t'invite vite à réfléchir sur est-ce que c'est la bonne définition du bonheur que tu as, c'est que le meilleur moyen d'avoir une vie de merde, le meilleur moyen d'être déprimé, c'est de rechercher une vie de plaisir. C'est de rechercher une vie de motivation. C'est de rechercher une vie de flow. Parce qu'on est programmé pour ressentir toute une partie du temps, pour faire simple, 50%, c'est pas forcément le chiffre, mais on est programmé pour avoir toute une autre partie de notre vie où on va ressentir de la peur, de la tristesse, de la colère. Non pas parce que c'est un problème, mais que c'est des éléments biologiques qui ont amené notre espèce jusque-là. Et donc, là aujourd'hui, ce qui se passe, c'est que comme quelqu'un qui serait sous coke, imagine, là, la coke, ça a parlé à tout le monde, parce que tout le monde est un minimum éduqué dessus. Mais imagine que vous n'avez aucune éducation, vous n'avez aucune idée des inconvénients de la coke, et que je vous le fais expérimenter, ou l'alcool, ou peu importe. Vous êtes d'accord que sur le coup, vous allez dire, bah, c'est génial, c'est trop bien. Mais le problème, c'est que tu ne vois pas le prix que tu payes, pas seulement à court terme, mais aussi à long terme. Et donc là, la définition que tu as de est-ce que le flow c'est bien est basée sur ce que tu vis à l'instant T. Quand je bouffe mon putain de fondant, j'adore les fondants. Si tu me demandes à l'instant T, David, comment tu trouves ta vie? Je dirais, franchement, ma vie, elle est dingue. Mais je vais avoir une baisse de dopamine, je vais pas me créer le corps qui m'inspire. Et c'est ça le truc. C'est que la différence qu'il y a entre un amateur et un pro, c'est que l'amateur avance quand il est dans le flow, le pro avance peu importe, le flow est un bonus. Et que les études sur le flow sont que souvent tu rentres dans le flow après ce qui s'appelle the struggle, c'est-à-dire que tu es là, tu es en train d'écrire, c'est nul ce que tu écris. Et parce que tu restes concentré,
Au bout d'un moment, c'est comme si tout le bruit mental de je suis une merde, je suis nul, je suis pas à la hauteur, au bout d'un moment, tu surrender, t'en as marre de te battre contre toi-même, tu lâches. D'un coup, le mental s'éteint et tu plonges dans le flow. Pareil pour un artiste, pareil. Et donc, ce qui monte dans les études de flow, et il y a un gars qui est vraiment spécialisé là-dessus qui s'appelle Mihaly, je ne sais plus comment c'est son nom de famille, que je n'arrive jamais à prononcer. Et si vous tapez flow et Mihaly, vous trouverez ce gars-là. Il montre que le flow, c'est un cadran entre, finalement, si c'est trop facile, tu rentreras pas dans le flow. Un sportif, par exemple, tu prends Ronaldo et tu le fais jouer en Ligue 2, il ne rentrera pas dans le flow. Parce que c'est trop facile. Pour rentrer dans le flow, tu as besoin d'être challengé. Tu as besoin d'être à la limite entre est-ce que j'en suis capable, mais pas trop. Donc tu as besoin de challenge. Et de l'autre côté, tu as besoin de compétences. C'est-à-dire que si, vous imaginez, c'est un cadran à 4 cases, c'est-à-dire que pour rentrer dans le flow, tu as besoin d'avoir passé suffisamment de temps en amont pour développer tes compétences. Donc si je reprends l'exemple du livre, j'ai appris à écrire, j'ai appris à raconter des histoires, j'ai appris à utiliser une forme de rhétorique à l'écrit, je connais les compétences. Et je me mets sur un challenge, si je juste persévère 1 heure ou 2 là-dedans, au bout d'un moment, je vais rentrer dedans. Mais encore une fois, l'amateur attend ça pour le faire, pour avancer. Le professionnel, il avance. Et quand il est là-dedans, il va produire peut-être un truc exceptionnel. Et c'est un paradoxe, c'est-à-dire que moins il le cherche, plus souvent il va y être. C'est un paradoxe qui me fascine. Moi, j'ai beaucoup souffert de ce truc-là. C'est que le truc qui m'empêchait le plus de rentrer dans le flow, moi, pas toi, moi, c'est mon obsession et mon addiction à performer. Parce que je voyais, vous comprenez, c'est-à-dire que je voyais que les avantages à faire une bonne conférence, une bonne interview. Et parce que je voyais que les avantages, du coup, naturellement, vu que mon cerveau maintient une forme d'équilibre, c'est pour ça que j'ai appelé ma boîte Paradoxe, entre autres, je me mettais à avoir peur. Parce que naturellement, tu es programmé pour avoir peur de perdre quelque chose que tu mets sur un piédestal. Si j'ai l'impression d'avoir rencontré dans le couple The One, la femme, le mari, incroyable sur Terre, qu'est-ce qui va se passer? Je vais avoir peur de la perdre. Vous me suivez? Donc, parce que je voyais que des avantages à être performant, ça m'empêchait d'être performant. Paradoxalement, voir les bénéfices de foirer, pour moi et pour mon projet, m'a rendu plus performant. Parce que je me suis rendu compte, en fait, si je foire, ça me fera une histoire à raconter. Ça me fera des choses à apprendre. J'ai envie d'être papa, j'ai pas envie que mes enfants croient que leur père réussit tout. J'ai envie de pouvoir leur dire, papa, il a foiré plein de trucs. J'ai envie d'avoir cette humilité-là avec eux parce que j'ai pas envie qu'ils se comparent à un être humain qui n'existe pas. Et donc, d'un coup, je vais me dire, j'ai le droit de foirer. Et en ayant le droit de foirer, je vais avoir moins de critiques intérieures et pouvoir mieux rentrer dans le flow. Paradoxalement, il n'y a rien de plus attirant, que ce soit en réel ou sur les réseaux sociaux, ou en séduction, ou en business, que quelqu'un qui en a rien à foutre de ton attention. Parce que j'avais tellement besoin que Jay-Z me fasse un tweet ou je sais pas ce que je voulais, j'étais sous pression. Parfois on veut tellement réussir que ça nous fait foirer. Parfois on veut tellement l'attention que ça nous rend insignifiants, pas intéressants ou lisses. Parfois on veut tellement pas faire d'erreur qu'on n'en fait pas assez pour devenir excellent. Parfois on veut tellement être aimé qu'on n'ose pas challenger nos équipes, dire des trucs difficiles, parce qu'on veut avoir une forme d'attention, vous voyez. Donc moi, c'est des paradoxes qui me fascinent, mais je t'invite à effectivement développer une nouvelle définition de la vie qui est plus réaliste par rapport à ce que c'est la vie. La vie, c'est vivre souffrance et plaisir, c'est vivre opportunité et challenge, et c'est d'apprendre à jouer avec ça. Si je veux jouer au poker, et ma définition du poker, la définition d'une vie heureuse, c'est d'avoir des bonnes cartes, je vais déprimer. J'ai eu la chance d'accompagner un grand joueur de poker français. Et ce que j'ai compris de lui, parce que moi je suis une brêle en poker, c'est ce qui fait un grand joueur de poker. C'est pas avoir des bonnes mains, c'est comment tu joues avec. Et c'est pareil dans la vie en fait, c'est ça. C'est pas être dans le flow, c'est comment je joue quand j'y suis pas. J'espère que t'as kiffé la vidéo, que ça t'a apporté de la valeur, au moins une idée que t'as trouvée intéressante. Laisse-moi un commentaire pour me dire si ce genre de vidéo gratuite de type conférence ça t'apporte de la valeur, ou simplement laisser un commentaire pour envoyer de la force. Sache que l'algo de YouTube il est assez basique, si tu commentes il se dit que la vidéo elle a de la valeur et ça nous aide énormément à faire que cette vidéo elle fasse plus de vues. Et plus on fait de vues, plus ça nous aide à pouvoir investir sur les équipes, avoir des guests de malades et pouvoir proposer de plus en plus de confs gratuites sur YouTube. Et si les éléments contre-intuitifs, paradoxaux du dev perso ça t'intéresse, on a créé un guide, un PDF dans lequel on démonte plusieurs mythes du dev perso avec des éléments scientifiques. Tu as juste à cliquer sur le bouton qui apparaît juste là ou dans la description
Tu peux le télécharger, tu le recevras dans ta boîte mail gratuitement. Tu verras, c'est efficace et ça va contribuer à t'aider à réaliser tes rêves de manière pragmatique. À Paradox, on croit dans un dev perso ancré dans la science et ancré dans l'action. Donc voilà, t'as juste à cliquer ici pour le télécharger et moi je te dis à bientôt pour une autre conférence gratuite ou une autre vidéo ou peut-être une interview sur Paradox sans filtre. À toutes.